Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. On parle donc d'actualité politique. Oui, on parle de l'actualité politique du week-end, du moins tout ce qui est en rapport avec le monde politique. C'est qu'on a pu retenir comme information capable d'intéresser, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même, il y a quelques temps, suivi le feuilleton qui a mis quand même un tout petit peu le monde des observateurs de la vie politique gabonaise quand même en ébullition. Notamment, il s'est agi de l'opposition qui a eu entre le Rassemblement Héritage et Modernité et le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Donc, le premier parti est dirigé par Michel Menga et le second par Barreau Chambrier. Et vous savez que tout est parti du congrès de clarification que Michel Menga a convoqué pour son parti le 3 janvier dernier. Et à cette issue, du moins à la fin du congrès, on a pu constater qu'il y a eu des ralliements au niveau de sa formation politique, notamment en ce qui concerne Serge Maurice Mabiala, qui a été porté au poste de secrétaire exécutif du parti et qui est député de la commune de Mouila et qui précédemment était dans ce qu'on appelle le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité dirigé par Barreau Chambrier. Alors on va dire, ce départ pour rejoindre Michel Menga a quand même été perçu comme une trahison, comme un manque de vision politique de la part des anciens amis de Serge Maurice Mabiala, et cela a fait ressortir les vieux démons, notamment en rapport avec l'existence légale ou pas du Rassemblement Héritage Modernité. Alors, ce qui se disait déjà dès le départ, du moins lorsque on a lu les premières communications, c'était que Héritage et Modernité, c'était un parti qui désormais devait être considéré comme étant le socle du RPM, donc du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité de Barreau Chambrier, étant donné que il y a eu un congrès qui avait été organisé en 2019 par Barreau Chambrier à l'époque où Michel Menga avait décidé de rallier le gouvernement, alors que le parti dans sa majorité avait estimé qu'ils étaient dans la logique de l'opposition, de soutien à Jean Ping, et que au regard de cette situation, il n'était pas question pour un membre de leur formation de pouvoir participer au gouvernement. Alors, il avait été décidé de la démission, on a démis Michel Menga de ses fonctions. Il n'a pas été exclu, il n'avait pas été exclu, il était considéré comme il était redevenu un simple militant, mais au regard de ce qui a suivi et au regard de ce congrès de la clarification, on s'est bien rendu compte que Michel Menga était dans la logique de dire qu'il n'était pas pour la fin ou la mort du Rassemblement Héritage et Modernité, étant donné qu'il se considère comme un des pères fondateurs de cette formation, et qu'à ce titre, il était impossible à Barreau Chambrier et les siens de l'en exclure, mais également de pouvoir décider de sa dissolution ou de sa mort. Donc, et dès cet instant, il a évidemment organisé ce congrès, et aujourd'hui, et vous le savez, il y a un des vice-présidents du RPM qui avait fait une communication, notamment le député du canton Lelem, M. Owono, qui indiquait que RHM n'avait plus d'existence légale, étant donné que toutes les attributions, tout le patrimoine, les logos et tout ce qui s'en suivait avaient été non seulement plus ou moins appartenait désormais au RPM, mais également avait bénéficié d'une procédure de labellisation au niveau de l'OAPI, et que dès cet instant, M. Menga, du moins, se réclamerait d'une coquille qui ne lui appartiendrait pas, donc il aurait une coquille vide sous sa direction. Et dès cet instant, on s'est retrouvé avec ce combat qui a opposé, et finalement, on a appris récemment, notamment le 1er février dernier, que le ministère de l'Intérieur a pris acte également du congrès organisé par le Rassemblement Héritage et Modernité le 3 janvier dernier. Donc, en prenant cet acte, on se rend bien compte qu'il y a une procédure de reconnaissance qui est désormais introduite. Sinon, il y a une validation du congrès qui a été prise en compte par le ministère de l'Intérieur. Or, la question maintenant qui se pose, c'est celle de savoir
au moment où Michel Menga brandit ou vient de recevoir cet accusé de réception qui prend acte de la reconnaissance, on peut dire ça comme ça, de son parti par les autorités, sinon par le ministère de l'Intérieur, eh bien, quelle serait est-ce que ça augure d'une certaine justesse de la part de ce ministère, dans la mesure où, quand on regarde un tout petit peu, c'est le même qui avait quand même pris aussi acte, notamment lorsqu'il s'est agi de la délivrance du récépissé provisoire au RPM, de ce que le RPM naissait des cendres du RHM. Donc, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et surtout que ça se passe à un moment où Barreau Chambrier également est en train d'effectuer une tournée dans la province du Haut-Linthème, ce qu'on qualifie déjà comme une tournée de prise de contact avec les populations en vue peut-être de l'élection présidentielle de 2023. Vous savez qu'il est présenté par les partisans de l'opposition et du changement comme étant l'alternative à Jean Ping, parce que Jean Ping, il a un certain âge, et au regard de l'immobilisme qui a caractérisé sa situation depuis le début, du moins depuis la fin de l'élection présidentielle de 2016, eh bien, Barreau Chambrier incarnerait beaucoup plus aujourd'hui le changement, le leadership dans l'opposition, et c'est peut-être dans cette logique qu'il est en train d'engager cette tournée qui se veut une tournée nationale. Il aura à pouvoir aller dans l'ensemble des provinces, et cela vous nous rappelle un tout petit peu lorsque Jean Ping a fait son retour au pays en 2015. Il avait fait une tournée avant la préparation de l'élection présidentielle de 2016, et est-ce qu'on est sur la même logique? Et c'est ce qui maintenant se dégage effectivement, qu'au moment où il fait cette tournée, le ministère de l'Intérieur prend acte du congrès d'héritage et modernité, donc du rassemblement héritage et modernité. Est-ce que cela va rester en l'état, où il y aura quand même des réactions qui vont naître à nouveau pour pouvoir plus ou moins continuer à marteler que l'héritage et modernité ne saurait appartenir à Michel Menga au vu de la situation précédente que j'ai présentée. Donc c'est toute l'actualité qu'il y a maintenant en ce qui concerne ce clash, et certainement que d'ici là, on aura vraiment à savoir quelle serait la position qu'aura les deux partis. Est-ce que finalement, au regard des autorités, les deux partis se valent? Est-ce que ça veut dire que Menga a simplement légalisé son aile, puisque ça, ce n'est pas une première au Gabon? On se rappellera du RNB qui a connu la même mutation avec la création du RPG, le Rassemblement pour le Gabon de Mbabé Solo, et Pierre-André Kombila avait en ce temps-là réclamé la paternité du RNB, et il a eu gain de cause. On se rappellera aussi des dissensions qui sont nées à la suite de la mort d'Oyonaba, puis de celle d'Adrien Gemondo, où on a vu des mouvances naître en ce qui concerne le Morena, et qui existe encore pour beaucoup aujourd'hui. Il y a une tendance du Morena qui est dirigée par Luc Bongonossi, une autre est dirigée par Bienvenue Moro. Bon, Morongama. Donc, et Tomeya. Donc, et à ce moment-là, est-ce qu'on va arriver à cette situation? Mais c'est vrai que ce qui ressemble le plus, la situation qui correspond le plus, c'est celle du RPG et celle du RNB. Donc, c'est vraiment qu'on va évoluer dans cet environnement. Mais est-ce que le camp de Barreau Chambrier aura à pouvoir accepter que, à côté du RPM, il puisse exister le RHM, quand eux, ils considèrent que le RHM, c'était la base. Donc, et aujourd'hui, il y a eu une évolution, mais tout dépend de la posture certainement des autorités qui ont quand même le privilège de lire le droit et de pouvoir faire appliquer les procédures en vigueur dans notre pays, mais n'empêche qu'il pourrait y avoir quand même une suite à donner à cette situation, notamment parce qu'on approche à l'élection présidentielle, notamment parce qu'il faut éviter de créer la confusion dans l'esprit des populations, notamment parce qu'il faut éviter de faire en sorte qu'un parti comme le RPM, qui est en train de se construire une base solide dans l'opposition, soit confondu avec le RHM, dont il est une émanation, et que finalement cela vienne à plus ou moins troubler la quiétude des militants, ou que ça amène les militants à partir d'un bord pour un autre, du moins d'un camp pour un autre, et surtout que le RHM a décidé de suivre la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et à ce moment-là, on peut retrouver quand même un état brumeux
dans la façon des militants à pouvoir considérer désormais l'évolution des deux partis politiques. Est-ce que cela augure quand même des lendemains meilleurs pour les deux? Donc c'est toute la question aujourd'hui, mais n'empêche que le ministère a pris acte. Attendons de voir quelle sera peut-être la réaction du RPM. Ensuite, il y a la seconde actualité. Tout le monde sait que au niveau du Gabon, depuis pratiquement la fin du mois de décembre 2020, on a connu quand même la mise en place de l'état d'urgence sanitaire qui avait été décrété pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une lutte intense en ce qui concerne le coronavirus. Et on se rappellera que ça avait été l'état d'urgence sanitaire avait été reconduit le 14 décembre et devait prendre fin le 28, sauf que le 28 janvier 2021, et depuis le 28 janvier 2021, on n'a pas eu de confirmation d'une prorogation ou pas. Mais on a quand même eu une communication de la part des ministres de l'Intérieur et celui de la Santé qui avait indiqué qu'il y avait quand même un certain nombre d'indicateurs qui leur donnaient raison aujourd'hui de pouvoir, par exemple, procéder à un certain nombre d'ajustements en ce qui concerne, par exemple, le couvre-feu. On a vu qu'à l'issue de cette conférence de presse, on est parti de 22h à 20h pour ce qui concerne le début du couvre-feu. Donc, c'est passé de 22h pour 6h à 20h pour 5h du matin. Donc, ce qui augurait l'idée que il y aurait un besoin de pouvoir intensément lutter contre la propagation du coronavirus. Sauf qu'entre-temps, depuis le 28, le Parlement ne s'est pas exprimé sur est-ce qu'il a prorogé ou pas l'état d'urgence. Et on est là dans l'expectative, on se pose la question 16 jours après si effectivement il y a eu prorogation ou pas. Et cela laisse quand même songeur un certain nombre de personnes qui se posent désormais la question de savoir est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation de non-droit où des situations comme celle-là sont automatiquement enclenchées alors que ça obéit quand même à une certaine procédure au niveau légal. Juridique. Voilà. Donc, et c'est quand même quelque chose qu'il faudrait clarifier aujourd'hui. Ensuite, il y a que lors de cette conférence de presse, ils avaient également annoncé la mise en place de tests antigéniques. Ça veut dire quoi? Voilà. Des tests antigéniques, Gina peut mieux l'exprimer. Docteur Nzengue, s'il vous plaît, on a besoin de votre participation intellectuelle. Elle pourra mieux dans l'élucidation. En fait, il y a des tests classiques et il y a le test antigénique qui permet en fait de confirmer s'il y a le virus ou pas, mais de manière beaucoup plus rapide que le test PCR classique. Donc le test antigénique, en 30 minutes, tu as le résultat. Tu sais si tu as le Covid ou pas. Voilà. Donc, c'est un test qui accélère parce que les examens, ça se fait plus rapidement. Et on se souvient qu'on avait, nous tous, écouté ou suivi la communication qui disait que ça devait commencer incessamment. Donc, c'était une conférence de presse du 24 janvier, je le répète. Le 24 janvier, et ça devait se faire dans tous les établissements, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Seulement, il se trouve qu'aujourd'hui, depuis cette annonce, il n'y a aucune campagne sur le terrain, mais tout le monde se rappelle que la semaine dernière, on a eu des vagues d'annonces d'établissements qui ont fermé. On a par exemple le lycée français qui a fermé, on a le lycée Henri Silvos qui a fermé, on a l'établissement Michel Dira qui a fermé. On annonce des cas, du moins je ne sais pas si je peux dire la suspicion des cas au niveau de l'université Omar Bongo où on dit qu'il y aurait quelqu'un qui aurait été testé positif. Donc, et j'en passe des suspicions dans les lycées et collèges de Libreville qui sont allés bon train depuis la semaine dernière. Maintenant, c'est là le grand problème parce que lorsqu'on engage la voix de la République, lorsqu'on engage l'État sur une norme qui voudrait que la population scolaire, qu'il s'agisse des enseignants que des élèves, soit testée, c'est une bonne annonce pour les populations. Parce qu'on sait aujourd'hui, et ça a toujours été le grand discours tenu aussi bien par les scientifiques que sur les chaînes de télé et radio, même à l'étranger, où on dit que les établissements peuvent représenter des foyers. Des foyers parce que les enfants ont l'avantage d'une immunisation. Bon, je n'ai pas envie de dire qu'ils ne contractent pas. Ils peuvent contracter le virus. Mais sauf que
pour beaucoup, ils ne font pas la maladie, mais ils peuvent transmettre la maladie. Donc, ça peut être des foyers où on a des gens asymptomatiques, mais qui transmettent la maladie, d'accord? Et dès cet instant, ça pose quand même un danger. À un moment où on est passé à plus de 70 décès au niveau du Gabon, parce que vous savez il y a eu quand même une période où on a stagné entre 50 et 60 par là, et là, les cas de décès par Covid ne font qu'augmenter, et il y a des cas qui se déclarent chaque jour, et dès cet instant, il y a quand même qu'aujourd'hui, on puisse procéder plus ou moins à la mise en place de cette campagne-là. Cela permettrait à ce qu'on ait moins de suspicions dans les établissements aujourd'hui. Moi, je vous assure, les enseignants sont dans des situations de stress dans les lycées et collèges aujourd'hui, depuis qu'il y a eu la révélation de cas dans un certain nombre d'établissements qui sont plus ou moins mieux nantis que certains du public. Et à partir de là, on peut quand même commencer à croire que peut-être dans les établissements publics, il peut y avoir des cas, mais comme il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de possibilité de pouvoir vérifier le statut sérologique des enfants, et bien à un moment donné, les enseignants, sinon l'administration, les enseignants et même les élèves eux-mêmes sont exposés au coronavirus. Et surtout qu'aujourd'hui, quand on nous annonce que dans la population, il y a eu un ralentissement en termes d'observance des mesures barrières, mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, dans les lycées et collèges, il y a aussi un ralentissement en termes de fourniture des produits pour permettre la lutte efficace contre le coronavirus par le ministère de tutelle. Les établissements continuent à manquer de l'eau, ils n'ont pas de gel, comme on disait tout à l'heure, hydroalcoolique, ils n'ont pas, même du savon, il n'y en a pas. Bon, à partir de cet instant, rien que ces petits aspects qui... Chacun mène son savon. Oui, mais est-ce que vous connaissez le parent gabonais quel chef d'établissement, surtout ceux qu'on a aujourd'hui, qui va oser faire une note, demander à chaque enfant ou à chaque enseignant d'amener son savon? Ça craque par ici. Tu penses à la sécurité de tes enfants? On veut bien, mais on sait que les parents gabonais diront ce n'est pas de notre ressort. Ça, c'est quand même une charge appartenant à l'État. On a quand même un certain nombre d'obligations que nous avons au cours d'une année scolaire. Ça, c'est une charge de plus. C'est à l'État de faire son travail. Est-ce que ce sont aussi les parents qui vont mettre de l'eau dans le lycée? Je doute fort qu'un parent se déplace, aller à la SCG, demander à ce qu'on puisse brancher ou connecter l'établissement pour la fourniture d'eau. Ce serait un parcours de combattant. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à cette situation-là où quand on engage la parole de l'État, on soit en mesure de matérialiser cela sur le terrain. On me dira que ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en un claquement de doigts, mais quand même quand on regarde depuis le 24, nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, nous sommes le 8 février, ça fait à peu près 2 semaines qui sont passées, on a quand même tout le temps de pouvoir mobiliser les ressources pour faire en sorte qu'il y ait quand même un début de test dans les établissements. Parce qu'à un moment donné, on peut... Maintenant, c'est quand tu finis la rubrique là, tu vois qu'il y a une communication qui dit que les tests démarrent incessamment sous peu aujourd'hui. On va dire que c'est parce que la rubrique est passée. Non, c'est pas à cause de la rubrique, parce qu'on ne peut pas planifier les tests comme ça du fait Mais d'une c'est rubrique. depuis le 24 janvier, Gina, la situation urge. C'est-à-dire que les tests étaient déjà prévus et puis tu vas juste découvrir que voilà, ça commence dans les établissements scolaires. Mais Gina, tu sais aussi que les tests antigéniques sont disponibles depuis au Gabon. On nous l'annonce. Ah bon? Il y a des gens, moi je connais des gens qui sont venus me dire, j'étais par exemple au stade d'Angondje. Ce sont ces tests-là qu'on fait passer aux gens là-bas. Non, c'est pas les tests antigéniques qu'on fait au partie, stade d'Angondje. En partie, notamment pour vérifier. Mosley ne fait pas des allégations. Je ne fais pas des allégations. J'ai des gens qui sont allés et qui ont passé ces tests-là là-bas. C'est pas la preuve. Ils ont les résultats. Même si ça se passe pour certains de façon abracadabrantresse, mais quand même, ça se passe là-bas. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a nécessité de pouvoir accélérer la cadence. Comme dit le chef de l'État très souvent, il faut accélérer la cadence, il faut mettre les gens en confiance. On ne peut pas laisser... Tu fais les rimes, la cadence, confiance. Voilà, il ne faut pas laisser des grandes populations comme celle... Les grandes populations restaient dans la méfiance. Il faudrait quand même éviter à ce qu'il y ait le stress dans tous les établissements, parce que quand tu vois un peu
dans les lycées aujourd'hui, vous avez des lycées de 3000 élèves avec peut-être un corps en termes de personnel de 100, donc à peu près 3100 personnes et qui sont en situation de stress au-delà des flux qu'on a imposés, mais cela ne règle pas le problème parce que vous êtes toujours en contact direct avec les enfants, vous êtes toujours, et ce sont comme on dit, ce sont des enfants. À un moment donné, il y a certains qui peuvent avoir des moments de relâchement, au lieu de porter correctement son masque, vous aurez beau rappeler, il vous dira je m'étouffe, j'ai ceci, j'ai tel problème, donc ça m'étouffe même. a fortiori si vous n'êtes pas en classe, il est possible qu'ils ne mettent même pas de masque. Donc il faut rassurer les gens, il faut mettre la population scolaire en confiance et faire en sorte que finalement ces tests puissent être réalisés pour que chacun connaisse son statut et peut-être les organiser chaque mois jusqu'à ce qu'on arrive à éliminer au fur et à mesure le coronavirus. Parce que c'est important. D'accord, c'était tout, Mosley. Oui, c'était tout. Merci, Mosley, qui était avec nous ce matin sur les 104.5, qui revenait donc sur l'actualité politique locale dans le Da Fresh Morning. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.